Donc les urgences en Suisse, un petit topo, les derniers chiffres de l'OSBAN datent un peu. On a des derniers chiffres qui ont été publiés en 2018, mais je pense que ça nous donne déjà une bonne vision. On a une augmentation des visites de 26% entre 2007 et 2011. Donc c'est juste énorme. Et si on fait un pointage sur 2016, c'est 14% de la population qui a sollicité au moins une fois l'un des 100 services d'urgence en Suisse. Donc c'est juste 1,7 million d'admissions par an et 4500 admissions par jour. Donc en préparant cette conférence, j'ai vraiment découvert ces chiffres qui sont juste énormes. Et vous allez voir les taux de croissance, on doit avoir vraiment augmenté depuis 2016. Et puis, dans le contexte de l'annonce des primes il y a 2 jours, j'ai rajouté quand même 2 valeurs. Finalement, le coût moyen d'une consultation dans un médecin de famille, elle est de 130 francs. Chez nous, au HUG, elle est de 360 francs. Donc, on a à peu près 77% d'augmentation sur certains types de consultations entre le médecin de famille et les urgences. On voit aussi qu'on a vu avant, on a parlé de centralisation, décentralisation. Finalement, on n'est pas tous logés à la même enseigne en Suisse. Le graphique du bas vous donne le taux de recours aux services d'urgence par canton pour 1000 habitants. Et vous voyez que, de nouveau, on est extrêmement variable entre la Suisse centrale et puis le quatuor de tête qui est essentiellement roman, avec uniquement les Tessinois qui ont un recours aux services d'urgence beaucoup plus important. Mais voilà, on constate que cette problématique, elle est nationale, mais elle est encore plus romande. Et je sais qu'il y a plusieurs hôpitaux romans dans la salle et lors de la conférence, donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne. Maintenant, si on zoome sur l'hôpital, donc les HUG, voici l'évolution de nos entrées aux urgences adultes uniquement, réparties en bleu, nous on appelle ça les urgences debout, et puis en orange, les urgences couché. En fait, je me rends compte que c'est l'inverse. L'UA, c'est l'ambulatoire et c'est ce qui est debout, et puis le vert, c'est le couché. On voit qu'on a une croissance de 33% en 9 ans et que c'est plus ou moins la même chose entre les urgences qui sont plus graves, des urgences un peu moins graves, mais on voit quand même que les urgences simples, ambulatoires, où 90% des patients finalement rentrent chez eux, est aussi la proportion qui augmente le plus. Donc je sais que les urgences ne sont pas débordées, mais 90% du flux rentre à la maison. Et donc là, ce n'est pas le problème de l'aval, on va le voir où il est le problème, mais ce n'est pas forcément le problème de l'aval pour le cas des patients qui rentrent chez eux, finalement. Alors le débat, très rapidement, quand on regarde les chiffres sur les urgences, il commence à arriver sur la typologie des urgences et qui se rend aux urgences. Donc, en Suisse, nous, on a une échelle de tri qui va pour les adultes de 1 à 4. Et au HUG, en 2022, on voit qu'on a 9% d'urgences vitales, 29% de patients qualifiés comme urgents, et puis 58% de semi-urgents et 4% de non-urgents. Donc au total, ça fait quand même 62% du flux qui est considéré, selon l'échelle de tri à l'arrivée, comme non-urgent et semi-urgent. Alors, toute la question, c'est, parmi ces 62%, quelle est la part qui nécessite réellement un service d'urgence? Et on pourrait dire un service d'urgence type hôpital universitaire, qui est l'un des plateaux techniques les plus coûteux et les plus complexes de Suisse. Et là, il y a plusieurs études qui sont faites au niveau, alors aux États-Unis, en Europe, en Suisse, on a un peu moins ça, mais on oscille un peu, mais on estime qu'il y a bel et bien environ 30 et 40% du flux qui n'aurait pas besoin de se rendre à l'hôpital. Alors, c'est une définition et des critères qui ne sont pas du tout consensuels chez les médecins, chez les urgentistes, donc les hôpitaux, mais je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire qu'il y a une part non négligeable du flux qui finalement arrive aux urgences et qui n'aurait pas besoin de s'y rendre. Alors, en tant qu'ingénieur flux, c'est vrai que je ne me suis pas présenté en tant qu'ingénieur flux au HUG, je ne peux pas parler d'engorgement aux urgences sans parler un peu de temps et de durée. Alors, il y a plusieurs types de durée aux urgences. Il y a le temps d'attente, il y a le délai d'admission, puis il y a le temps de passage. Alors, on voit que les délais d'admission, heureusement pour les urgences vitales, extrêmement courts, dans les 13 minutes, mais c'est encore une médiane, donc en général, les urgences vitales sont prises exactement dans les temps qu'il faut, on travaille pour ça. Mais on voit que plus on monte dans les degrés d'urgence, plus là, nos délais d'admission commencent à être très longs.
Et nous, on se fixe des cibles, et là, on voit le pourcentage des patients qui sont pris dans les temps, et on voit que les urgences de type 2, on commence à avoir des indicateurs qui ne sont pas exceptionnellement bons dans notre capacité à prendre une urgence de type 2 dans les temps. Et alors là, c'est plus qu'une question d'efficience, de coût, d'attente, c'est une question vraiment de sécurité et de qualité des soins. J'ai lu une statistique, pour un patient de plus de 70 ans, on estime que chaque heure supplémentaire passée aux urgences, c'est 3% de chance en plus à avoir des complications. Donc, suivant la population qui est présente au sein de votre service, on peut avoir des conséquences très importantes sur l'engorgement et l'attente. Et finalement, le temps de passage total, ici je vous ai mis le temps de passage total sans attente, puisque au HUG, on a réorganisé notre flux, on n'a plus concrètement de salle d'attente à l'entrée, donc l'attente est répartie sur toute la trajectoire. Mais disons que sans attente, on a une médiane à 5h06, puis on a un percentile 75 à 7h04, 7h14. Donc déjà là, on voit qu'on a une variabilité très importante, et on voit qu'on peut avoir des cas qui peuvent attendre extrêmement longtemps, au-delà des 7 heures, des 8 heures, des 9 heures. Et c'est ces cas-là qui commencent aussi, en termes d'image, de sécurité, à poser le plus de problèmes. Ça, c'était un petit topo, voilà, que je voulais faire sur la situation de nos urgences et sur le fait qu'elles sont engorgées et sur les problèmes autour de tout ça. Je n'ai pas le temps d'en parler plus longtemps, mais je vous ai mis 2 articles que je trouve essentiels. Je vous invite à les lire quand on vous aura transmis les présentations. Un article du professeur Sarrazin des HUG qui prend sa retraite la semaine prochaine et qui explique que, effectivement, les demandes d'effectifs supplémentaires, on arrive au bout. Et donc, on doit refondre le système en profondeur en englobant l'amont et l'aval. Et on va en parler tout de suite. Puis le deuxième papier, c'est un papier aux États-Unis, extrêmement intéressant. Ils ont à peu près 10 ans d'avance sur nous, sur l'engorgement des urgences. C'est arrivé bien plus tôt chez eux que chez nous, un peu comme la France aussi. Et donc, c'est intéressant d'aller voir chez eux comment ils réagissent et comment le système réagit à ceci. Et ce papier, je vous ai mis des annexes où on liste toutes les causes et toutes les solutions possibles pour traiter le système. Et voilà, il est extrêmement intéressant. La question du jour. Alors, si je schématise rapidement un service des urgences qui est au centre, alors nous, en tant qu'ingénieurs, on a l'habitude de travailler sur les flux internes, très souvent, notamment sur des aspects d'efficience, de processus, d'organisation. Alors, on aura toujours les solutions classiques d'augmenter les ETP, le matériel, mais on voit qu'on arrive au bout de ces options-là. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, et éventuellement, on travaille beaucoup sur le flux aval, notamment sur la gestion et la planification des lits. On en a parlé avant. Le blocage se ferait dans les unités d'aval. Effectivement, ça arrive, donc on peut être meilleur à ce niveau-là, mais on sait que l'aval, c'est aussi les EMS, et c'est aussi la réduction des durées de séjour pour libérer des lits plus vite. Donc ça, c'est les 2 aspects sur lesquels nous, on travaille souvent. Mais finalement, en tant qu'ingénieur aussi, nous, on se pose très souvent la question de la cause racine d'un problème. Et dans les flux, si on ne gère pas la problématique des flux amont, on aura beau être les plus efficients du monde en interne et en aval, le problème sera toujours présent. Et donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, on réfléchisse à cette question du flux amont, notamment avant que les problématiques arrivent aux urgences. Donc, comment est-ce qu'on peut réguler ou limiter ce flux qui entre aux urgences? Alors, il y a des solutions qui sont en train d'émerger. Notamment, on le connaît, le débat sur une médecine de recours qui serait plus intense au niveau du canton, au niveau national, les incitatifs politiques qu'on souhaite mettre derrière. Les médecins, pas les médecins justement, les parlementaires réfléchissent à mettre des pénalités aux patients non urgents qui viendraient aux urgences. Et puis on connaît les aspects de régulation cantonale. J'aimerais qu'on mette de côté ces aspects politiques et sanitaires pour se focaliser sur ce qui correspond plus à la conférence du jour, c'est-à-dire l'apport des nouvelles technologies pour l'utilisation des IA, pour un meilleur tri en amont qui pourrait se faire soit par des chatbots, par de la téléconsultation pour tenter de freiner ce flux en amont, et un autre aspect qui va de pair avec tout ceci, c'est-à-dire de la prévention et de l'information aux citoyens. C'est très beau de développer des outils pour faire du tri en amont, mais si personne ne les utilise et savent qu'ils existent, on va avoir un problème. Et puis aussi, on peut se poser la question, qui a un intérêt réel à freiner ce flux en amont? C'est l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas à l'hôpital de communiquer à la population sur ces sujets-là? Donc voilà un peu les questions que j'aimerais qu'on se pose ensemble aujourd'hui. La question, c'est
qui était le cadre de ces ateliers pour tout le monde, c'était limiter le nombre de consultations aux urgences, c'est pour demain. Si je réponds oui, grâce à un meilleur tri en amont et des campagnes de prévention et d'information sur l'engorgement des urgences, la question que je vous pose aujourd'hui, si on fait de la prospective et qu'on pense que ces solutions qui sont en train d'arriver et qui fonctionneront, alors on l'a vu, il y a encore des problèmes, mais d'ici 5-10 ans, je peux vous assurer que les progrès de l'IA vont à une vitesse où probablement qu'on sera à des résultats positifs. Si ça fonctionne, quels seront les problèmes qui vont arriver? À quoi on va faire face et comment ça va déréguler notre système? Et ensuite, quelles sont les solutions qu'on peut déjà aujourd'hui anticiper à ces problèmes? Donc on fait vraiment un travail de prospective. Je vous ai mis le petit graphique pour les urgences pédiatriques. Soit on continue sur la courbe rouge, on va partir du principe qu'on est sur la courbe verte, on a aplati notre courbe, notamment par des moyens. Je donne un exemple. En 2035, vous devrez valider votre venue aux urgences au HUG en discutant avec une IA au téléphone, par exemple. Et puis en 2035, les HUG, on n'aura plus d'argent à mettre dans des ETP, mais on fera une belle campagne de prévention à Genève où on dira les urgences publiques, ce n'est pas automatique. Sur le principe des antibiotiques qui a très bien fonctionné il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, ces deux aspects, je ne voulais pas être focalisé uniquement sur la technologie, mais de dire on a aussi un aspect de prévention et d'information dans nos systèmes de santé qui est aujourd'hui quasi néant. Et si ces deux solutions émergent et fonctionnent, et qu'elles fonctionnent bien, qu'est-ce que ça peut créer comme problème chez nous et quelles sont les solutions à y apporter?